Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment donner un vrai coup de boost à sa grammaire anglaise. L'idée, c'est de se concentrer sur quelques points clés, ceux qui font toute la différence pour sonner, plus naturel, tout simplement. On connaît tous ce sentiment, n'est-ce pas? On a l'impression que son anglais est correct, qu'il est bon, mais qu'il y a ce petit truc qui manque pour que ça sonne vraiment authentique. C'est le fameux plateau intermédiaire. Une étape un peu frustrante, où on arrive à se faire comprendre, bien sûr, mais la vraie fluidité, elle semble encore un peu loin. Alors justement, l'objectif ici, c'est de débloquer ce niveau supérieur. On va explorer ensemble les structures qui peuvent vraiment transformer une communication, disons, de correcte à pleine de confiance. On commence avec notre première partie, la maîtrise du temps et des temps verbaux. Et là, on ne parle pas juste du passé du futur de base. Non, l'idée, c'est d'aller plus loin pour pouvoir raconter une histoire avec beaucoup plus de précision. Prenons un exemple concret. En français, on peut dire « j'ai travaillé pour eux pendant 6 ans ». C'est assez direct. Mais en anglais, attention, la nuance est capitale. Si on dit « I have been working with them for 6 years », ça sous-entend que l'action continue. Par contre, avec I worked for them for 6 years, là c'est clair, l'action est terminée. C'est une petite différence de temps, mais qui change complètement le sens de la phrase. Et ça nous amène au past perfect, l'équivalent de notre plus que parfait. Pensez-y comme un super outil pour la narration. Son rôle, c'est simple. Il sert à décrire une action qui s'est passée avant une autre action, elle aussi dans le passé. Ça permet de mettre de l'ordre, de la clarté, bref, de bien séquencer les événements. Et la meilleure partie, la règle est d'une simplicité incroyable. C'est juste had plus le participe passé du verbe. C'est tout. Vraiment une structure super simple à retenir. Pour bien visualiser, imaginez cette situation. I arrived, je suis arrivé. She had already left. Elle était déjà partie. Vous voyez? Le past perfect, ce fameux had left, nous montre sans aucune ambiguïté que son départ a eu lieu avant mon arrivée. C'est un peu comme une machine à remonter le temps grammatical pour organiser son récit. Allez, on passe à la deuxième grande étape. Comment exprimer des idées plus complexes? On va s'attaquer au quantificateur, au conditionnel, au souhait, en gros tout ce qui permet d'ajouter de la nuance et de la finesse à ce qu'on dit. Le choix du bon quantificateur, c'est vraiment la clé pour être précis. Une petite astuce toute simple à garder en tête, some est généralement pour les phrases affirmatives, comme I have some time, et any pour les questions et les négations. Do you have any time? Et puis pour les quantités, c'est facile. Many pour ce qu'on peut compter, et much pour tout le reste, l'indénombrable. C'est un de ces petits détails qui vraiment changent tout. Ah, le conditionnel. Ce n'est pas juste une autre règle de grammaire, non. C'est une porte ouverte sur l'imaginaire. C'est ce qui nous permet de parler de situations hypothétiques, d'explorer des possibilités, de dire ce qu'on ferait ou ce qu'on ne ferait pas. L'exemple que tout le monde connaît, If I were you, I would do it now. Ce petit mot were à la place de was, c'est presque un code secret. Il signale tout de suite qu'on n'est pas dans la réalité, mais bien dans le monde de l'hypothèse, du conseil. C'est une façon très très élégante de donner son opinion. On attaque la troisième partie, comment sonner plus comme un natif. Là, on va décortiquer quelques structures typiques des conversations de tous les jours, celles qui sont parfois un peu délicates quand on apprend la langue. Les tag questions, celles-là on les entend partout en anglais. La logique est en fait toute simple. D'abord, on fait une affirmation, positive ou négative, par exemple « It's cold today ». Ensuite, on ajoute l'auxiliaire opposé et le pronom, ce qui donne « isn't it ». C'est génial, ça transforme une simple affirmation en une invitation à discuter, à être d'accord. Attention ici, la différence est subtile, mais elle est énorme. Si on dit « I must have my car repaired », ça veut dire qu'on demande à quelqu'un d'autre de le faire, un mécanicien par exemple. Mais si on dit « I must repair my car », là c'est nous qui allons mettre les mains dans le moteur. C'est une structure qui clarifie immédiatement qui fait l'action. On en vient maintenant au discours rapporté. D'abord, le discours direct. C'est facile. On cite les mots exacts de la personne. « It is very easy to do, she said ». C'est du copier-coller, en quelque sorte. Mais quand on passe au discours indirect, au rapporté, tout change. La phrase devient « She said that it was very easy to do ». Vous avez vu, le « is » du présent est devenu « was » au passé. C'est ce qu'on appelle le « backshift », le décalage vers le passé. C'est la règle d'or pour rapporter des paroles de manière naturelle en anglais. Bon, on arrive à la dernière partie. On va rassembler tout ça. Parce que l'important, ce n'est pas juste de mémoriser des règles dans le vide. Non, l'idée, c'est de voir tous ces points de grammaire comme de véritables outils pour mieux communiquer.
Alors, voilà notre nouvelle boîte à outils pour la fluidité. Pour raconter une histoire claire, on jongle avec les temps. Pour explorer des possibilités, on utilise le conditionnel. Pour être plus précis, on choisit le bon quantificateur. Pour créer du lien, on lance une tag question. Et pour bien clarifier qui fait quoi, on a la structure causative. Chaque outil a son rôle, et ensemble, ils permettent de construire un discours beaucoup plus riche, et surtout plus confiant. Et pour finir, une petite question. De toutes ces structures qu'on vient de voir, laquelle serait la plus intéressante à essayer de repérer aujourd'hui? Que ce soit dans une chanson, un film ou une conversation. Parce que c'est vraiment comme ça, par l'écoute active, que la théorie finit par devenir un automatisme.